I don't know who the judge is, but he's radical left. He was Obama appointed. And he actually said we shouldn't be able to take criminals, killers, murderers, horrible, the worst people, gang members, gang leaders, that we shouldn't be allowed to take them out of our country. Well, that's a presidential job. That's not for a local judge to be making that determination. It's incredibly apparent that there is a concerted effort by the far left to judge shop, to pick judges who are clearly acting as partisan activists from the bench in an attempt to derail this president's agenda. Le conflit de Donald Trump avec les tribunaux a franchi un nouveau cap. Donald Trump réclame la destitution du juge qui s'est opposé à la déportation de Vénézuéliens vers le Salvador cette fin de semaine. Il a même sorti de son silence de manière inhabituelle, d'ailleurs, le juge en chef de la Cour suprême qui juge cette réponse inappropriée. L'administration Trump continue de qualifier les juges de militants partisans en faveur de démocrates. J'ai joint tout à l'heure Anne Dessine, la grande spécialiste de la Constitution américaine et autrice de la Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie. On l'écoute. Madame Dessine, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci pour l'invitation. On assiste à un affrontement majeur entre l'administration Trump et les tribunaux, tellement qu'hier, le président Trump, en entrevue, souhaitait la destitution d'un juge qui avait voulu bloquer la déportation de Vénézuéliens. Est-ce là le signe d'une crise constitutionnelle qui s'annonce ou qui est déjà là? Non, on n'est pas tout à fait à la crise constitutionnelle, mais il est possible qu'on se rapproche à grands pas. Bon. Il y a beaucoup d'actions en justice, beaucoup de référés, parce que le président Trump a signé un nombre incroyable de décrets, plus d'une centaine, qui sont tous contraires à la loi ou à la Constitution. Donc, comme ça s'était passé durant le premier mandat, mais multiplié par 4 ou 5 en raison du nombre de décrets, il y a des juges qui rendent des décisions en disant il faut suspendre, il faut attendre, il faut telle et telle chose. Alors, dans l'affaire du Venezuela, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui posent problème. La première, c'est que le président Trump invoque une loi qui ne devrait être invoquée sur les ennemis étrangers que s'il y a guerre. Et c'est la raison pour laquelle il parle sans arrêt d'invasion, pour parler de l'entrée de ces sans-papiers, c'est pour accréditer l'idée que c'est une guerre. Mais ce n'est pas une guerre et le juge l'a bien dit. Et puis l'autre chose, c'est ils ont attrapé une centaine de Vénézuéliens, ils ont décrété que ces Vénézuéliens appartenaient au gang en question. Sauf que ce n'est absolument pas avéré, et donc ces gens sont privés de la procédure prévue par la Constitution, qui s'applique à tous, pas seulement aux Américains, de comparaître devant un juge. Donc il y a une double violation, ce qui explique que ce juge est statué comme il l'a fait. Et là, nous avons l'épisode fréquent, qui est qu'à chaque fois que Trump n'obtient pas satisfaction, lui et ses affidés crient que c'est un juge Obama, que c'est un sale gauchiste, qu'il s'en prend parce que c'est partisan, parce que c'est politique, etc. Et c'est dangereux. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président de la Cour suprême réagit. Il avait déjà réagi en 2018, durant le premier mandat, quand Trump, furieux d'une décision comme ça, avait dit « Bien sûr, c'est un gauchiste, il a été nommé par Obama, c'est un Obama judge ». Et le président de la Cour avait dit « Non, monsieur le président, ça n'existe pas, il n'y a pas les juges Obama, les juges Trump, il y a des juges compétents qui font leur boulot avec sérieux et qui essaient de rendre la justice de façon aussi équitable que possible. » Ensuite, à la fin de l'année, chaque année, le Chief Justice rédige un rapport, et dans celui qu'il a rendu le 31 décembre 2024, il a vraiment dénoncé cette violence, ces mesures d'intimidation envers les juges, en disant c'est inadmissible, et c'est inadmissible parce que ça porte atteinte à notre République, à la justice et à ce qu'on appelle rule of law, la primauté du droit. Et là, rebelote, il a de nouveau dit au président, on ne peut pas menacer de destitution un juge juste parce qu'on n'est pas content. Et d'ailleurs, à cet égard, statistiquement, depuis l'histoire des États-Unis, il y a simplement une quinzaine de juges qui ont été mis en accusation par la Chambre, et seulement la moitié, 7, qui ont été destitués, et jamais en raison de leur décision, mais parce qu'ils étaient alcooliques ou qu'ils avaient fraudé le fisc, etc. Donc,
dire on va destituer ce juge parce qu'il a statué contre Trump, c'est effectivement mettre en cause un principe fondamental de la Constitution des États-Unis. Alors, dans cette affaire, le juge donne un délai de 24 heures à nouveau pour que le département de la justice fournisse les détails sur ces Vénézuéliens, s'ils ont eu aussi ce droit à une audience, d'être entendus. Ça, c'est une affaire qui va suivre, évidemment. Si l'administration ne suit pas les directives de la Cour, comme le laisse entendre le tsar des frontières, Tom Homan, hier, qui a dit « Je m'en fiche des juges ». On va l'écouter, Mme Dessine, on va l'écouter. I worked for the greatest president in the history of my life, and we're going to make this country safe again. I'm proud to be a part of this administration. We're not stopping. I don't care what the judges think. I don't care what the left thinks. We're coming. C'est extrêmement grave. Imaginez l'administration qui refuse de reconnaître et d'appliquer les décisions des tribunaux. C'est l'impuissance totale à ce moment-là. Oui, en fait, il n'est pas le seul, parce que la ministre de la Justice a dit la même chose, le vice-président avait dit un juge n'a pas le droit de s'opposer à l'action légitime du président, et un peu plus tôt, il avait cité un ancien président, Andrew Jackson, qui, furieux d'une décision de la Cour suprême, avait dit le président de la Cour a rendu sa décision, et bien maintenant qu'il se débrouille pour la faire exécuter. Et c'est ça le gros problème, parce que le pouvoir judiciaire n'a pas de force armée, il n'y a rien. Si l'exécutif refuse d'exécuter, bon, peut-être il y aura une condamnation pour outrage à la Cour, mais il ne peut rien se passer parce que la façon habituelle dont on fait exécuter une décision de justice, quand il y a mauvaise volonté de l'autre côté, c'est qu'on demande aux US Marshals d'aller s'occuper du récalcitrant. Sauf que ces US Marshals dépendent du président, et je ne vois pas le président donner ordre qu'on force son administration à obéir. Et là, c'est vrai que quand il sera avéré, parce que là, on est presque là, il semblerait que le juge avait dit « je ne veux pas que l'avion atterrisse là-bas, faites-le revenir » et que l'avion est atterri au Salvador. S'il est avéré à un moment qu'à plusieurs reprises, l'administration Trump ne se conforme pas aux décisions de justice, là, effectivement, nous aurons une crise constitutionnelle grave. Et j'ajouterais, il y a ce cas de Mahmoud Khalil, détenu en Louisiane. Un juge vient d'ordonner qu'il soit ramené au New Jersey. Il détient une carte verte, il est résident permanent et on le soupçonne d'être un partisan du Hamas. Donc, on le dit terroriste, mais il n'y a aucune accusation, aucune audience. On veut le déporter. Sa femme aux États-Unis est enceinte. Ça aussi, c'est un exemple d'abus de pouvoir de la part de l'administration? Oui, bien sûr, il a une carte verte, il est marié à une Américaine et de toute façon aux États-Unis, on ne met jamais en prison, on n'entame pas de poursuite, c'est de la libre expression. C'est vrai qu'il a manifesté, c'est vrai qu'il a exprimé clairement ses opinions en faveur de Gaza et contre l'État d'Israël, mais le seul mécanisme dans le droit américain pour qu'on puisse poursuivre, c'est quand les appels, c'est-à-dire on n'est plus tout simplement dans la libre expression, mais les appels sont pour demander un acte imminent, dangereux. C'est-à-dire si il avait fait ce qu'a fait Trump quand il a lancé des foules sur le Capitole, si ce monsieur qui risque la déportation, enfin l'expulsion, avait dit bon, maintenant il faut s'en prendre aux Juifs, il faut s'en prendre à l'ambassade d'Israël, oui, ça c'est un acte imminent et la justice, en l'occurrence la police puis la justice peuvent agir. Mais là, il a simplement joui de son droit constitutionnel d'exprimer des opinions et de manifester selon les règles qui étaient fixées dans l'université. Bon. Et l'administration, évidemment, coupe par centaines de millions des fonds dans les différentes universités, justement parce qu'il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, confondant ou associant, conjuguant en fait le Hamas avec les Palestiniens, ce qui est un débat en soi. Il s'est attaqué à la presse aussi la semaine dernière, qu'il disait que c'était corrompu et illégaux, ça c'est une chose. Mais je voudrais vous faire commenter deux situations qui sont inquiétantes, vous me le direz. Il a fait effacer sur le site du Pentagone tous les héros de guerre des Premières Nations, fait effacer du site du cimetière national pour les vétérans d'Arlington tous les Afro-Américains héros de guerre qui sont tombés au combat, tous des gens qui sont morts pour les États-Unis, et ces gens-là disparaissent, ils sont effacés. Est-ce qu'on est devant une administration raciste, homophobe? Parce qu'il y a encore aussi il défie les jugements sur les personnes transgenres, il veut les éliminer des forces armées. Commentaire? Oui.
Là aussi, un juge a refusé. Ben là, en fait, on dépasse tout cela parce que c'est une tentative de réécriture de l'histoire. On est à 1984, dès lors que pour lui, il n'y a que les Blancs qui ont droit de citer, tout ce qui est indien, tout ce qui est afro-américain doit disparaître. Le seul espoir que certains ont et que j'ai moi aussi, c'est que, compte tenu du fait qu'il s'est écoulé quelques jours et qu'on savait que ça se passerait, ces pages ont été sauvegardées quelque part. Mais pour le moment, effectivement, il y a une attaque contre la science, une attaque contre la diversité. Bon, les universités, les médias, ce sont des contre-pouvoirs et Trump ne veut pas de contre-pouvoir. Il veut un pouvoir absolu, un pouvoir tyrannique. Et pour le moment, c'est bien parti. C'est-à-dire qu'on a le règne de l'arbitraire qui s'installe, le règne du deux poids, deux mesures. Par exemple, lorsqu'il y a des limogeages dans les États, si c'est un État républicain, les élus républicains vont téléphoner à Musk et Musk va un petit peu rétablir la situation de façon à ce que l'impact ne soit pas trop fort. En revanche, quand c'est dans un État démocrate, bien sûr, il ne fait rien et ce sont les habitants des États bleus, dirigés par des démocrates, qui subissent de plein fouet. Même chose pour les ouragans. Les ouragans en Caroline du Nord, la Caroline reçoit de l'argent. Les incendies en Californie, pour le moment, la Californie a $0 pour réparer les dommages considérables par ces incendies de cet été. Très bien. Merci beaucoup, Madame Dessine, de votre expertise et de votre réflexion. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.